Bien, les souverains, on démarre. Nous accueillons 2 adhérents de l'OIP, un adhérent historique, président de l'OIP, merci Quentin Adam, et un nouvel adhérent de l'OIP, Thomas Besnières. Merci d'être ici, à la fois pour répondre à nos questions, mais aussi pour annoncer que cette adhésion augure la candidature pour prendre la suite de la présidence de l'OIP, la suite de Quentin Adam, si j'ai bien compris, avec la bienveillance et... La bienveillance et l'encouragement, même de ma part, pour être tout à fait sincère. Moi, je pense que toute personne qui prend un mandat doit apporter des choses au début et moins à la fin. Et que j'ai apporté beaucoup de choses au début, j'en apporte moins aujourd'hui. Et je pense que ça ne m'empêchera pas d'amener à l'écosystème et à l'Open Internet Project depuis être président. Et je pense qu'au contraire, avoir des nouvelles personnes et une nouvelle énergie à la tête, c'est une bonne chose. Et il se trouve que je connais plutôt bien Thomas, puisqu'on travaille ensemble sur un certain nombre de choses. On est alignés sur énormément de choses. On n'est peut-être pas alignés sur tout, mais c'est absolument pas grave. Et au contraire, c'est un plaisir. J'aurais voulu que l'on commence, si vous voulez bien, Quentin et Thomas, par vos définitions de la souveraineté. Quentin, je veux bien un démarrage sur ce point. Pour moi, la souveraineté, c'est avoir le choix. La souveraineté, c'est que en termes de, c'est que quand on peut prendre une décision en tant qu'organe de décision, et en France, c'est le peuple qui est souverain, le peuple ait réellement le choix et ne soit pas contraint dans ses choix. Et je pense que c'est essentiellement ça. Et donc le choix, il s'établit dans notre monde, quand on est 70 millions d'habitants dans un monde à 9 milliards, il s'établit par un rapport de force. Thomas ? Alors on parle de choix, moi j'aurais parlé de liberté, mais je pense que finalement les deux termes doivent beaucoup se ressembler sur ce sujet-là. Je pense que oui, pour moi la souveraineté, c'est la liberté de chacun de pouvoir faire ses choix en fait. D'une certaine manière, on revient toujours, on tourne toujours autour des mêmes termes. Et quand on parle de solutions technologiques, je pense que cette souveraineté doit être intégrée dès la conception de la solution. En fait. C'est ce qu'on fait chez Olvid. Nous, dès le départ, en fait, sans utiliser ce mot-là, parce que quand on a commencé, il était un peu moins à la mode, si j'ose dire, il était un peu moins présent dans les discours. Mais voilà, on a fait descendre en fait le droit de chaque utilisateur d'avoir une totale maîtrise sur ses propres données. Donc on parle souvent de souveraineté à une échelle nationale. Nous, dès le départ, on avait cette conviction qu'on devait faire redescendre ce droit et ce choix et cette liberté au niveau de l'utilisateur lui-même. D'accord. Et je voudrais simplement faire une toute petite assise. On est ici dans une école d'affaires publiques, qui s'appelle Egora, et je trouve ça très intéressant que les étudiants qui sont ici sachent que défendre la souveraineté, c'est un message qui est un message clé dans le dialogue entre les entreprises et les pouvoirs publics. Il n'y a pas que les GAFAM qui font du lobbying. Nous sommes légitimes à défendre ces valeurs et ces causes qui sont véritablement essentielles pour nous. Je dirais même que c'est un des points les plus importants, c'est que des entreprises de taille bien inférieure doivent apprendre à faire des affaires publiques sur ces sujets-là, parce qu'en fait, c'est David contre Goliath, hein. C'est-à-dire que littéralement, à Bruxelles, à chaque fois que je mets un bonhomme, il y en a 400 en face. Donc c'est une opération qui n'est pas une opération simple. Et pourtant, on peut gagner. Et on peut gagner parce que les affaires publiques, bon, il y a une histoire de masse, d'argent et de pouvoir. Mais il y a aussi une affaire d'être fin. Il y a une affaire d'être malin. Il y a une affaire de suivre le sens de l'histoire et il y a une affaire du récit. Et je pense qu'on peut changer les choses en affaires publiques, essentiellement parce que aujourd'hui, les décideurs publics ont un problème de récit. Ce qui déraille dans beaucoup de cas, c'est le récit. Et arriver à créer un récit cohérent qui leur permette de retrouver la souveraineté. En fait, la souveraineté est un récit cohérent. La capacité pour un politique de défendre sa capacité à prendre des choix au nom du peuple est un récit cohérent. Et donc, c'est la force de ce récit-là, elle gagne toujours face aux absurdités des GAFAM. Et donc, à quelques-uns, on arrive à, pour finir, reprendre du terrain. Je voudrais que vous nous racontiez, l'un et l'autre, comment aujourd'hui vos solutions ont convaincu les pouvoirs publics de vous faire confiance. Je pense que quand on parle de récit, la seule façon d'avoir un récit qui dure dans le temps, c'est d'avoir une solution qui, comme tu le disais, en fait réalise ce récit, mais pour de vrai, si j'ose dire. Il ne faut pas que ce soit du vent. On n'est pas sur un message marketing de bas étage où on promet des choses qu'en fait on n'a jamais réalisées. Je pense que pour avoir une chance de durer, une chance de convaincre, et convaincre, on va dire, l'État français, c'est long, c'est une belle opération, il faut que le discours soit effectivement soutenu par une réalité technologique qui réalise exactement ce qu'on dit. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc il faut de la transparence, il faut une solution technologique qui réalise le message qu'on porte, dans lequel les gens croient au début, et ils vont vérifier. Et typiquement, si on parle des réussites qu'on a pu avoir auprès de l'État français, ça ne s'est pas fait en 3 jours,
Il a fallu passer un certain nombre d'étapes, surtout dans ce monde des messageries sécurisées, de la cryptographie. Il y a parfois, je pense, des moments où on passe des étapes sans s'en rendre compte parce qu'on discute avec quelqu'un qui pose beaucoup de questions, parfois un peu indiscrètes. Et là, il faut avoir une certaine forme de transparence, en fait. Donc même si on travaille, nous, dans un monde assez feutré des messageries sécurisées où on pense que tout est secret, oui, vos messages le sont. Comment est-ce qu'on les sécurise ? Ça l'est pas du tout. On explique, on dit, on convainc, et toujours avec des arguments technologiques vérifiables. Je voudrais savoir quel est l'effet de levier d'atout de confiance que la confiance de l'État confère à une entreprise comme Olvid. Alors, il y a, en fait, quand on fait de la cybersécurité ou de la cryptographie en particulier, quand on est dans ce milieu-là, il y a une chose qui compte beaucoup, c'est effectivement, est-ce que les gens vous font confiance derrière ? Parce que je disais que ce que l'on fait, on vérifie la sécurité, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde n'a pas les compétences pour vérifier que ce qu'on fait est effectivement conforme à ce qu'on promet. Tout le monde n'a pas le temps, même s'il en a les compétences. Donc, dès lors que vous avez le président de la République, par exemple, qui vous dit de manière publique, voilà, moi, j'utilise Olvid, on se doute bien que cette application ne s'est pas installée toute seule sur son téléphone, on la lui a recommandée, parce que j'imagine qu'il n'a pas que ça à faire que de lire les comparatifs de messagerie. Et donc, effectivement, on a dû passer un certain nombre d'étapes. Donc, quelque part, ça, plus des entreprises gouvernementales comme l'ANSSI, avec les certifications, des choses comme ça, font qu'à la fin, il y a de plus en plus de faisceaux qui vont dans la bonne direction et qui disent, OK, Olvid, en particulier, mais c'est vrai pour d'autres sociétés aussi, ils ont fait un travail qui correspond effectivement à ce qu'ils promettent. D'accord. Et ça, c'est combien de temps, juste pour avoir un ordre de grandeur ? On a commencé, la première version de l'application était disponible en 2019. Il a fallu, on va dire, 2-3 ans minimum pour réussir à commencer à convaincre. Et le développement de la solution s'est fait en dialogue, j'allais dire, comparatif avec... Alors pas que avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on n'est pas... les pouvoirs publics ne dictent pas la roadmap de Olvid, mais c'est juste qu'on essaie d'être astucieux et d'être intelligent. On voit quels sont leurs besoins, on les met en face aussi du besoin du grand public, parce que quand vous êtes une messagerie, vous n'avez d'intérêt que si vous avez le potentiel d'être utilisé par tous. Donc il ne s'agit pas de faire juste une messagerie pour le président de la République ou une messagerie pour, on va dire, les très grands de ce monde. Il s'agit de faire une messagerie qui est accessible par tous, utilisable par tous. Donc déjà, elle doit être fondamentalement gratuite, disponible sur un maximum de plateformes. Bref, donc vous devez en fait toujours jongler un petit peu, comme moi je m'imagine toujours avec des assiettes que l'on fait tourner au bout de bâton, où à chaque fois il faut réussir à concilier, à rendre cohérent en fait les besoins des uns et des autres. Est-ce que cette difficulté-là avec un État français, c'est la même difficulté multipliée par 27 quand on est en train de négocier avec la Commission européenne? Et je veux bien, Quentin, rappeler quand même qu'il y a quelque chose qui est vraiment révolutionnaire qui vient de se faire avec OVH. Et je veux bien une petite séquence quasi pub sur ce moment qui est un moment, je crois, très structurant. En fait, la Commission européenne, c'est une dépense d'1,8 milliard en direction des clouds publics par an. Donc c'est une grosse dépense. L'ensemble du budget était dans des clouds publics américains jusqu'à cette année. La totalité. La totalité de la dépense. C'est fabuleux, c'est quand même une information. 1,8 milliard totalement utilisé. C'est très gros. Pour des acteurs qui mettent notre souveraineté un peu en porte-à-faux. Qui mettent notre souveraineté en danger et qui sont presque des acteurs hostiles. Mais la question, elle est comme d'hab, est-ce qu'on est capable de répondre à ces marchés-là ? Moi, la première fois que j'ai eu cette discussion-là avec la Commission européenne, ils m'ont dit, oui, mais toi, tu peux prendre une commande d'1,8 milliard ? Ah non. Donc ça veut dire qu'il va falloir y aller progressivement. Et ils ont construit un appel d'offres. Donc c'est un appel d'offres de 180 millions d'euros sur quelques années. C'est pas mal, ça fait 10%. C'est un premier step. Dans l'objectif de commencer à souverainiser leurs commandes. Et on y a répondu dans un consortium, ça s'appelle le Schengen Cloud, dans lequel vous trouvez la Poste luxembourgeoise, OVH et Clever Cloud, en construisant cet appel d'offres-là. Et donc on l'a remporté. Et ce qui est très intéressant dans cette réponse, c'est que pour la première fois, ça va permettre de détacher des champions locaux. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe et la France fonctionnent pas du tout pareil. La France, c'est beaucoup de réseaux familiaux, des diplômes, t'as pas été invité, et si t'es un ingénieur, si on pouvait ne pas t'écouter, ce serait une bonne chose. C'est vraiment un vrai problème en France. L'Europe fonctionne pas du tout pareil. L'Europe, la notion de stakeholder, les gens capables de réfléchir et de discuter d'un sujet, est une notion qui est écoutée. C'est plus facile de faire des affaires publiques à l'Europe, à mon humble avis, qu'en France. C'est plus exigeant, mais je dirais que toute la matière est là, et pour quelqu'un qui a envie de travailler,
l'Europe est quelque chose qui se manipule plus facilement que le réseau français, qui est un réseau où globalement on finit par t'écouter. C'est comme ça fait 15 ans que tu es là et que tu fais partie des meubles. D'accord. Maintenant, Quentin, je voudrais juste comprendre 2-3 éléments vraiment pratico-pratiques. Est-ce que la commande publique qui vient de l'Élysée et qui vient d'un certain nombre des armées, enfin, est-ce que c'est un effet accélérateur? Est-ce que cette commande publique, c'est un client parmi deux clients? Ou est-ce que lorsque un client de la commande publique vient, ça place une entreprise comme Olvid dans une situation économique qui est de se dire, j'ai sécurisé mes investissements, j'ai un plan de route, je sais me développer et je vais gagner des clients derrière. Est-ce que l'effet de levier fonctionne? Ah, l'effet de levier, il fonctionne très bien. C'est-à-dire, à notre échelle. Pardon Thomas, juste pour dire, parce que ça sera un point de retour. Ça veut dire que quand l'administration, pour ses propres besoins, dit je ne vais pas choisir une entreprise qui a une vision de développement, mais je vais choisir une solution maison que j'ai concoctée avec mon administration, on prive tous ceux qui pourraient bénéficier de l'effet de levier de cet effet de levier. Obligatoirement. Enfin, je veux dire, c'est des vases communicants. Donc, à la fin, c'est difficile de dire le contraire. D'accord. Et en plus, ça veut dire nos entreprises maison sont nulles. Oui, d'accord. Ça veut dire que j'ai été obligé d'aller chercher dans mon arrière-cuisine de quoi concocter une solution parce que j'avais rien sous la main. Exactement. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Moi, c'est ce que je dis souvent. Nous, on fait beaucoup de business à l'international. Ce que je dis souvent, c'est que moi, je tiens sur le privé. Clever, ça tient parce que le privé nous finance. Nos clients nous financent, ils sont fidèles et ils sont heureux. C'est comme ça qu'on gagne notre argent. Le secteur public, il a un rôle stratégique de confiance et il a un rôle de discours. D'ailleurs, on est obligé de faire des discounts monstrueux dans le secteur public, notamment en France, parce que l'État est impécunieux en France. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Et moi, ça me va. Par contre, quand l'État commence à expliquer qu'on est nul sans même nous avoir testé, ça me pose un problème parce qu'on a un problème d'image qui se génère, qui crée une perturbation dans la communication du marché, qui est de ne pas faire bloc, en fait. Et on se retrouve avec le secteur public qui fait cavalier seul face à son secteur privé qui, parfois, a des bonnes solutions. Et la question, c'est pourquoi, parfois, il fait ça. Et là, je pense qu'il y a un enjeu de débat. Je voudrais que l'on fasse ce focus sur la commande publique et sur la souveraineté. Parce que, à l'évidence, il y a un élément de discours, il est aujourd'hui de plus en plus structuré autour de la souveraineté. Ce basculement de la Commission européenne, c'est un basculement historique. Historique. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire un peu mieux pour qu'on cesse de nous dire dans nos clients potentiels, les GAFAM, il y en a 5 et il y a tous les services intégrés. Vous, derrière chaque service, il y a 50 boîtes, 50 égos de présidents différents et vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous. Donc c'est plus facile d'aller voir un GAFAM de tout avoir que d'aller voir la jungle de... Alors comment c'est facile ça. Ça c'est simple, il faut qu'on travaille ensemble. Oui. Je veux dire, il est évident, enfin, alors c'est un secret pour personne, mais quand on a démarré Olvid, on avait l'intégralité de notre infrastructure serveur chez AWS et on est en train progressivement de sortir de chez AWS. Donc si des entreprises comme nous n'ont, c'est déjà pas une question de courage, en fait, la volonté de dire, ok, c'est aujourd'hui un problème de souveraineté pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir, mais il faut qu'on travaille avec des acteurs souverains. Bah voilà, typiquement, nous, maintenant, on travaille de l'intégralité des pièces jointes qui transitent qui sont envoyées par Olvid, elles passent toutes par Clever, toutes. Donc, et c'est là où on arrive à des choses absolument fondamentales et je voudrais revenir à la commande de l'État. Ce qui me gêne avec la commande de l'État, c'est que l'idée que l'État tout le temps ne fait pas son travail et qu'on va se plaindre. Donc la complainte est une inclination que je trouve un peu fatigante, sauf quand vraiment on est capable d'expliquer les choses. Et finalement, avec ce que vous racontez de la collaboration qui arrive à produire du résultat, il y a la compréhension de pourquoi on a besoin de la commande de l'État. Que la commande de l'État, elle permet d'aller au cœur des besoins. C'est vrai que quand l'éducation nationale utilise Microsoft ou utilise d'autres solutions qui ont été développées dans les administrations comme étant des solutions maison, parce qu'on dirait presque que l'administration se dit, puisque j'ai un problème avec les entreprises GAFAM, je vais résoudre mon problème en arrêtant de travailler avec les entreprises tout court. Il y a une réponse là-dessus qu'on peut apporter. Le problème est aussi que dans le secteur privé, il y a quand même eu un paquet de gens qui étaient des traîtres à la nation, qui avaient aucune foi, aucune loi et qui étaient prêts à tout. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont pris de la commande publique, qui ont pris de la commande globale en disant souverain et qui se sont vendus ensuite aux États-Unis. Quoi, il y a du souverain washing ? Ouais, bah tu prends ton marché,
Puis une fois que tu as pris tout ton marché, tu le vends à l'étranger. Mais pour ça, il y a des solutions. Alors, d'abord, la première chose, sur la collaboration interboîte. On nous a toujours présenté les choses comme étant « vous devez travailler ensemble ». Démerdez-vous. À ma connaissance, dans les missions du ministère de l'économie, il y a la collaboration industrielle. Obliger les gens à bosser ensemble en les ayant mis autour de la table et en disant « vous faites une commande », elle ne tient que si toi et toi, vous bossez ensemble et vous n'avez pas d'autre choix que de réussir ensemble, ça existe. C'est le fameux dîner de l'aéronautique chez Clinton dans les années 90. C'est ce qui a fait les succès de la France industrielle des années 70. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on assure de l'autre côté que si on fait des commandes chez nous, alors ces commandes-là vont rester françaises. C'est pour ça que dans ce qu'on a signé avec la Commission européenne, mais également avec des très grands groupes français récemment, et ce que je vais reproposer encore une fois à l'État, c'est une clause qu'on appelle la clause de souveraineté finale. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que si moi, Clever Cloud, je signe avec toi sous prétexte que je suis souverain, alors je vais synchroniser l'ensemble de mon code, de mes procédures, de tout mon métier dans un repository documentaire chez un tiers de confiance, l'ANSSI, un notaire, whatever, et que si je change de modèle de gouvernance législatif, alors automatiquement tu gagneras une licence perpétuelle de tout ce que j'ai. Et tu pars dans ton coin avec ce que j'ai fait. Les entreprises, on peut pas leur faire confiance. En fait, tu dis finalement, on a fait dans son arrière-cuisine administrative des solutions en se disant comme ça, elles sont à l'abri des aléas de la vie économique. Donc en ayant cette clause de souveraineté finale, on est en mesure d'expliquer à l'administration qu'elle peut faire confiance aux entreprises, qu'elle n'est pas à la merci d'un changement d'actionnariat. C'est ça le sujet ? Exactement. Eh bien, il va falloir que l'on porte ce sujet pour aller déminer ce point de fixation sur lequel j'aimerais un petit arrêt sur l'image sur Visio. Visio, c'est un petit call-cause où l'État s'est mis à l'abri de travailler avec le grand méchant Satan privé. Est-ce qu'on a là le cumul de la fausse bonne idée de l'administration dans la défense de sa souveraineté, ou est-ce que ça peut être une idée ponctuelle, mais que ponctuelle, qui a besoin d'être rapidement dépassée ? C'est difficile de répondre à cette question parce que dans le cas particulier de Visio, le projet a été plutôt bien fait. C'est-à-dire que le projet de départ, la brique open source sur laquelle il s'appuie, elle est bonne. Technologiquement, c'est un excellent choix. On peut discuter de l'aspect américain de la brique, mais la brique étant open source, moi j'ai tendance à éluder le problème de la nationalité d'une brique dès lors qu'elle est open source. À tort ou à raison, mais voilà, c'est comme ça que je réfléchis en tout cas. Donc je trouve que la réalisation est pas mal, et de toute façon des solutions de Visio, l'État ils en avaient déjà plein. Elles avaient au moins un point commun, c'est qu'il n'y en a aucune qui marchait. Là ils arrivent avec Visio, qui fonctionne. Le système fonctionne. Donc j'ai l'impression plutôt... Est-ce qu'on n'a pas dépensé énormément d'argent avec toutes celles qui ne fonctionnaient pas, quitte à ce qu'il y en ait une qui fonctionnait, mais est-ce que ça n'aurait pas été... Alors je dirais qu'en plus, celles qui ne fonctionnaient pas, il y en avait quand même beaucoup, qui ne venaient pas de l'État, mais qui venaient des fameuses boîtes d'État, les Orange, Capgemini et compagnie, habitués à se nourrir sur la bête. Là où, pour le coup, cette solution-là vient de l'État. Moi, ce qui me dérange plus, dans le cas de Visio, alors Visio, moi je trouve que c'est une très belle réalisation, ça marche. Moi, ce qui m'a choqué dans la communication de Visio, des gens qui me disent, tu te rends compte, on s'est fait Zoom avec 2 développeurs. Bah non. Non. Vous avez fait la petite surcouche au-dessus d'une énorme brique qui s'appelle LiveKit, qui est open source. LiveKit, c'est une boîte à part entière, et c'est 120 millions d'investissements par OpenAI. Et LiveKit est génial, qu'on soit très clair. Et la brique Visio qui est faite au-dessus de lui est très bien. Pour autant, on n'a aucune maîtrise de LiveKit, on ne la comprend pas, et c'est une brique de base. Et ce qui, pour moi, ça prouve, c'est que à chaque fois que moi je suis venu voir l'État en disant ça, on peut vous le régler, mais pour ça, il faut qu'on code la brique de base. C'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, l'informatique fondationnelle de notre monde ne fonctionne pas. Vous voulez qu'on règle le problème de Office 365, il va falloir passer par une phase où on recode Office. Et est-ce que c'est compliqué de lire les Excel, leurs macros VB à la con et tout ce qu'il faut ? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre des développeurs brillants, compétents dessus et perdre beaucoup d'argent pour être capable de le faire, pour s'en désengager ? Oui. Je voudrais comprendre une chose. Est-ce qu'on a coupé l'herbe sous le pied à des acteurs qui auraient pu bénéficier d'un effet de levier comme vous en avez bénéficié avec la commande publique, en valorisant Visio ? Et est-ce que ça en vaut la peine ? Parce que le sujet, il est davantage sur la stratégie des pouvoirs publics pour contribuer à cette souveraineté. Est-ce que l'on fait quelque chose de durable, d'ambitieux, en s'appuyant sur des solutions
qui sont bâtis dans un kolkhoz administratif. Il ne faut pas que ce soit mutuellement exclusif. Moi, ce qui m'inquiète, je ne sais pas si c'est la direction que ça prend, mais il ne faudrait pas que ça prenne cette direction-là, c'est que l'État, en créant des solutions, dise maintenant qu'on a une solution de visio, on n'a plus besoin d'aucune solution de visio de quelque sorte que ce soit, quelle que soit la circonstance d'utilisation. Ce serait dommage, si on revient sur visio, que parce qu'il y a ainsi une solution de visio, on n'utilise plus des solutions d'acteurs privés qui, dans certains cas, à mon avis, remplissent bien mieux le besoin client d'un utilisateur de l'État. Ce que j'en entends. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Visio est un projet qui a beaucoup de succès et donc il est réabsorbé aussi par le secteur public et ça va devenir un dialogue public-privé. Le problème, c'est qu'en remontant aux bases de leurs problèmes, ils sont arrivés aux problèmes de base de l'informatique et ils tentent aujourd'hui de résoudre les choses dans leur coin, là où il faut qu'on soit à les résoudre tous ensemble. Alors, pardon, parce que je voudrais quand même conclure un peu cet entretien. Oui, mais ce que j'explique, c'est que ça doit être créer un écosystème. Oui. Et pour moi, c'est plutôt là qu'il faut qu'on arrive à créer la discussion. Justement, parce que c'est finalement là où j'aimerais que nous allions ensemble, c'est ouvrir cette discussion avec la DINUM pour réfléchir à une stratégie qui nous emmène tous. Il faut être à l'écoute des besoins de l'État. Il faut aider l'État à bâtir une stratégie. Et cette stratégie doit permettre tous les ans de constater que nous avons mieux musclé notre réponse industrielle et en solution souveraine. Est-ce que ce chemin passe par de la commande publique? Est-ce que ça passe par un travail collaboratif et un dialogue permanent? Est-ce que ça passe par des règles qui harmonisent ce qui se fait en France et ce qui se fait en Europe? Est-ce que tout ça, ça va nous faire aller ensemble vers un environnement beaucoup plus solide dans les années qui viennent? Pour vous, c'est quoi les étapes qui sont devant nous? Je pense que c'est le dialogue. La première chose, évidemment, c'est le dialogue. Exactement comme on le disait au début de notre entretien, le dialogue qu'on a pu avoir avec Clever Cloud, ça a donné des résultats qui sont, de mon point de vue, exceptionnels. Ça ne serait jamais arrivé si on ne s'était pas parlé. Donc ça commence forcément par là. Ça aurait pu ne pas aboutir. Bien sûr. Mais on n'aurait pas perdu tellement de temps à se parler, et nous à dire voilà de quoi on a besoin, eux à nous dire on l'a pas, mais on est capable de le faire. Et effectivement, ils l'ont été, puisque tout fonctionne très bien aujourd'hui. Et je pense, comme le disait Quentin tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de choses, probablement, je ne sais pas si tu le disais exactement comme ça, mais il y a un certain nombre de choses que probablement seule la DINUM peut faire. Je pense à ProConnect, par exemple, qui me vient maintenant, qui est un des services d'authentification qu'ils ont créé il n'y a pas si longtemps que ça maintenant. Un service de cette nature-là, ça permettrait à une boîte comme la nôtre de dire ok, maintenant on se plug là-dessus. Et ça permet à tous les utilisateurs de Levit qui sont pro-connectés, si j'ose m'exprimer ainsi, d'entrer en contact extrêmement facilement les uns avec les autres. Donc tout d'un coup, on recrée une espèce de viralité au sein de Levit que nous, on n'a pas envie de créer nous-mêmes, parce que quelque part, ça ne doit pas être nous, je pense que ça ne doit pas être un acteur privé, le cœur de l'authentification des utilisateurs de l'État. Ça doit être à la DINUM, voilà. Eh bien, voilà une perspective qui est presque une promesse d'un chemin commun. De toute manière, je pense que c'est qu'en faisant converger les acteurs et les voix qu'on arrivera à des choses intéressantes, certainement pas en faisant que de la confrontation. Donc il faut co-construire. Quentin, c'est quoi le chemin? Je pense que le point important, c'est de se mettre dans les bottes de tout le monde. Si aujourd'hui on se met dans les bottes de la DINUM, il y a quoi? Il y a des énormes projets qui ont lieu sans qu'on les concerte au sein de l'État, avec des énormes sociétés de services qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent, et une architecture qui n'est pas du tout unifiée. Il y a un secteur privé qui leur tire régulièrement dessus parce qu'ils ne sont pas contents. De l'autre côté, il y a quoi dans le secteur privé? Il y a un sentiment d'isolement vis-à-vis de l'État. On a souvent l'impression que l'État fait ses trucs sans jamais regarder ce que nous on construit et sans avoir même regardé ce qu'on fait, et avec un sentiment des fois de manque de pérennité. Et c'est de la collaboration entre les deux, la compréhension des problèmes de la DINUM et les nôtres, que peut naître une vraie capacité globale de construire un écosystème fort. Et nos enjeux à nous, tout de suite, c'est quoi? 1. Faire comprendre que le secteur digital étant un secteur à rendement croissant du capital et pas à rendement décroissant du capital, c'est une anomalie économique qui mène à deux choses. 1. Si on passe à côté, on a un problème d'équilibre des finances. Pour très longtemps. Pour très longtemps. 2. Ça a cassé le modèle économique du capitalisme classique du 19e siècle. La fin du libéralisme politique aux États-Unis par l'arrivée de Donald Trump, qui est clairement un mec qui est élu par la puissance d'Elon Musk, ce qui est un féodalisme digital, est directement lié au manque d'application des lois antitrust et du libéralisme économique de ces pays-là. Notre capacité en Europe
à dire le libéralisme politique, sociétal et culturel est quelque chose de suffisamment important pour nous pour qu'on le défende, passe par notre capacité à faire respecter les lois antitrust. Et ça, ce point-là, tu vois, précis, il passe par quelque chose de fondamental, c'est qu'on ne peut pas répliquer le modèle des États-Unis. Quentin, je suis totalement d'accord avec ça, mais il faut que nous apprenions, nous également, avec cette diversité que nous avons, qui est une richesse par rapport aux GAFAM et par rapport au paysage américain, à aider notre public, nos clients, à travailler avec cette diversité. Et donc on a énormément de choses à faire avec l'État. Ce que j'entends, c'est que cette conclusion, c'est un peu que la souveraineté entre les acteurs publics, les acteurs privés, on va pouvoir la développer avec non pas simplement une attente de l'État vertical, où on demanderait qu'il soit stratège et qu'il sache tout, mais par une intelligence collective pour laquelle on a besoin finalement de faire avec la DINUB ce que vous avez fait ensemble, dialoguer, travailler, aller dans le détail pour aller muscler la souveraineté numérique française et européenne. Avec plaisir. Eh bien, on a une magnifique aventure devant nous. Merci à tous les deux. Merci et merci encore à toi, Léonidas. Merci. Merci.